Les magiciens nous sont toujours fascinés, et souvent dès notre enfance. La magie est un art souvent oublié, mais apprécié de tous. Nous savons tous à quoi ressemble le magicien, mais le stéréotype de l'homme en costume faisant sortir un lapin de son chapeau est bien loin de ce à quoi les premiers magiciens ressemblaient. Mine de rien, la magie a beaucoup évolué au travers des siècles, et de manière générale, nous n'en savons que très peu sur le développement de cet art. C'est pourquoi je pose la question, comment la magie a-t-elle évolué à travers les époques et le temps? Premièrement, qu'est-ce que la magie? En fait, le terme actuel serait plutôt illusionnisme. L'illusionnisme est un art du spectacle dont le but est tout simplement de créer des illusions. Mais cet art a connu beaucoup d'autres noms avant d'en arriver à celui-ci, tout comme ses adeptes. Les pratiquants de cet art seraient apparus il y a très longtemps. Parmi les premiers se trouvaient les prêtres de l'Égypte antique. En usant de trucages optiques, hydrauliques et acoustiques, ces prêtres pouvaient faire saigner des pierres et même créer des apparitions. En bref, ils dédiaient cet art à la religion et au pouvoir, et non au simple divertissement commun. Suite à cela, la Grèce et Rome eurent affaire à d'autres adeptes qui cette fois divertissaient le public. D'ailleurs, 3 statues ont été faites en l'honneur de certains d'entre eux, celle de Théodore, celle d'Euclide, ainsi que celle de Xénophon. On pouvait retrouver des avaleurs de sable, des ventriloques, des mangeurs de feu, mais surtout des escamoteurs. L'un des premiers noms donnés aux pratiquants de cet art fut escamoteur, un mot venant de l'arabe escamote, désignant une petite balle de liège qui fut plus tard renommée muscade, étant donné sa ressemblance avec le fruit. Donc, l'escamoteur est un pratiquant de l'escamotage. Au départ, l'escamotage était dédié presque exclusivement à la pratique des jeux de gobelets, qui est une variante du bunto. Les plus vieilles traces du jeu de gobelets remontent au IIe siècle. C'est dans le tome 3 des lettres grecques d'Alciphron qu'un manipulateur de gobelets est décrit pour la première fois. Plus tard, au Moyen-Âge, plusieurs représentations du bunto avec des gobelets apparaissent. Dans les temps plus modernes, ce tour perdit de sa popularité, mais resta tout de même un classique dans l'histoire de la magie. Aujourd'hui, ce sont les cartes à jouer qui sont iconiques aux magiciens. Eh bien, ces cartes seraient apparues en Asie, probablement dans les alentours du Xe siècle, et auraient été introduites en Europe au XIVe siècle. Avant d'avoir les enseignes françaises telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cœur, pique, trèfle et carreau, les cartes en connurent bien d'autres, comme les enseignes espagnoles ou allemandes. Au départ, les cartes n'étaient point utilisées en magie, mais plutôt pour jouer à des jeux, et elles furent très rapidement associées aux jeux d'argent, tellement qu'elles étaient interdites dans plusieurs municipalités. Sur ce point-là, la magie aussi se fit interdire à une certaine époque. Disons qu'avant de devenir un art du spectacle, elle était plutôt associée aux escrocs et à la mèche noire ou à la divination. De ce fait, la magie était très mal perçue, tellement que plusieurs de ses pratiquants se faisaient brûler ou exécuter. Plus tard, en l'an 1815, on passa d'escamoteur à prestidigitateur. C'est en France, lors d'une rencontre de plusieurs magiciens, que ce terme fut retenu. Ce terme viendrait de l'association du mot preste, signifiant agile, et du mot latin dicitus, signifiant tout simplement doigt. À partir des années qui suivront, l'art de l'illusionnisme connaîtra des changements et une très grande croissance en popularité. C'est d'ailleurs pendant cette période que l'un des magiciens les plus connus vécut. Maintenant surnommé le père de la magie moderne, Jean-Eugène Robert, un horloger français passionné par la mécanique, aurait vu sa vie sauvée par un dénommé Torini qui lui aurait appris par la suite l'art de l'escamotage. Finalement installé à Paris, il épousa Cécile Églantine Houdin et se fit dès lors appeler Jean-Eugène Robert Houdin. Pendant cette période, il suivra de près les prestidigitateurs de l'époque. Plus tard, sa femme mourut, mais il ne changera pas son nom. Il devint alors excellent en mécanique, habile à tout ce qui concerne l'électricité, les automates et bien entendu l'horlogerie. Il découvrira ensuite l'illusionnisme dans un recueil de Carlos Bach, nommé La science de l'escamotage. Suite à cela, il se trouva une nouvelle femme puis commença sa carrière. Il ouvrit alors un théâtre, le Théâtre des Soirées Fantastiques, qui connut un succès immédiat. Dans ces spectacles, il fit beaucoup usage d'automates et devint ainsi l'un des magiciens les plus connus mondialement. Ensuite, j'introduis Georges Méliès. Connu pour ses films, Georges, né le 8 décembre 1861 et d'origine française, découvrit la magie en Angleterre peu après ses 18 ans. En 1888, il acheta le théâtre de Robert Houdin et y fit toutes sortes de grandes illusions. En 1891, il fonde l'Académie de la Prestidigitation qui deviendra la chambre syndicale de la Prestidigitation en 1904. Il connaîtra par la suite le cinéma et incorporera quelques techniques de prestidigitation comme effets spéciaux. Le prochain magicien est encore une fois l'un des magiciens les plus connus, l'un des plus iconiques, j'ai nommé
Harry Houdini, dont le nom s'inspire de Robert Houdin. Né à Budapest le 24 mars 1874, il commença sa carrière dès l'âge de 17 ans en faisant des spectacles avec son frère. En 1895, il rejoignit avec sa femme le cirque des frères Welch et c'est grâce à cela qu'il se spécialisa en matière de menottes et qu'il commença son périple en escapologie lors de l'évasion. Il développa plus tard des tours dédiés à l'escapologie et commença à se faire enchaîner puis plonger dans l'eau, à s'échapper de cellules de prison, à se libérer de camisoles de force tout en étant pendu par les pieds, bref, toutes sortes de choses comme ça. Pour accomplir tout cela, il devait garder une excellente forme physique ainsi qu'une bonne santé mentale. Il fit même installer un bain ridiculement grand dans sa maison afin de pratiquer ses aptitudes d'apnée. Il devint ambidextre et il pouvait aussi faire et défaire des nœuds avec ses pieds. Oui, ses pieds. Maintenant, le dernier artiste de cette époque que je vais vous présenter, Dai Vernon, aussi nommé The Professor. Il est probablement le magicien ayant dédié la plus grande partie de sa vie à cet art. Né le 11 juin 1894, Dai Vernon est un magicien canadien spécialisé dans le close-up et est considéré comme le magicien le plus influent du 20e siècle. Il passa sa vie à parcourir les États-Unis à la recherche de nouvelles techniques et contribua à l'écriture de plusieurs livres. Ses dernières années furent passées au Magic Castle à Los Angeles à enseigner à de nombreux jeunes magiciens. Il y a encore tout un tas de magiciens que je pourrais nommer. Par exemple, Ed Barlow qui avait trouvé un moyen d'accomplir près de 8 heures de travail en moins d'une heure sans en aviser son patron et qui pratiquait ses tours pendant ses 7 heures restantes. Max Malini qui performa devant l'un des présidents des États-Unis, devant la reine d'Angleterre et devant le tsar de Russie. Cardini qui pratiquait ses tours dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale et suite à ses blessures à l'hôpital. Okito qui performait souvent en silence à cause de ses problèmes de surdité et qui était le 6e d'une génération de magiciens. Bref, il y en a des tonnes. Maintenant, parlons des artistes plus récents. Encore une fois, je pourrais en nommer des tonnes, David Blaine, Penn & Teller, Chris Angel, Darren Brown, Dynamo, mais je préfère vous nommer le plus grand d'entre eux, David Copperfield. Il est le premier magicien à avoir son nom sur le Hollywood Walk of Fame de son vivant, il est celui qui fut nommé magicien du siècle et même du millénaire, il est l'artiste solo ayant vendu le plus de billets de l'histoire, même plus que Elvis ou Michael Jackson, et il détient plusieurs records Guinness. Né le 16 septembre 1956, David se vit très rapidement fasciné par la magie. À l'âge de 16 ans, il était professeur adjoint à l'université de New York où il enseignait un cours nommé l'art de la magie. À ses 18 ans, il joua dans une comédie musicale et c'est cela qui lui fit prendre goût à l'art de la scène. Il commença à faire des spectacles sur scène, à faire des émissions télévisées, il travailla même avec Coppola afin de créer le spectacle Dreams and Nightmares qui battit le record du plus grand nombre de billets vendus en une semaine sur Broadway, et il fonda aussi le musée et la bibliothèque internationale des arts de la prestidigitation, l'établissement contenant la plus grande collection d'objets liés à l'histoire de la magie du monde. Mais aujourd'hui, les magiciens ne sont plus que sur la scène ou sur les plateaux télévisés. Avec l'avènement d'Internet, les magiciens n'ont plus de limites. Plusieurs se firent connaître partiellement ou totalement grâce à Internet. On peut par exemple regarder Zach King qui profita de la plateforme Vine et de ses talents en montage vidéo et en effets spéciaux pour se faire connaître. Chris Ramsey, lui, en plus d'être un magicien phénoménal, fit plusieurs tutoriels sur YouTube et vit maintenant de cela. Vincent C, lui aussi sur YouTube, fait maintenant des tournées en France. Xavier Spade, encore un magicien hors pair, est lui aussi sur YouTube et fait des vlogs sur sa vie de magicien tout en faisant des tutoriels. Julius Dean, lui, se fit grandement connaître sur Facebook et fait maintenant de la magie de vue partout dans le monde. Bref, Internet amène une véritable révolution dans l'art de l'illusionnisme. Cela a permis aussi à certains arts fortement liés à la magie de se développer indépendamment de celle-ci. Par exemple, la cardistry, qui est la manipulation complexe de cartes, n'arrivait pas tout à fait à subsister sans la magie, mais avec l'arrivée de toutes ces nouvelles plateformes, cet art prit considérablement de l'expansion. Donc voici où la magie est maintenant rendue. Je sais qu'il y a tout un tas de moments importants dans l'histoire de la magie dont je n'ai pas parlé, mais je pense tout de même avoir répondu à ma question. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que la magie deviendra.